Voilà, l'étude de l'intégration paysagère de la ligne. Donc cette fois, on s'occupe encore d'une espèce animale, mais de la perception par l'homme. Donc mon intervention portera sur 3 volets, en quelque sorte. D'une part, le cadre de l'intervention, les objectifs, les retours des campagnes photographiques, et puis quelques éléments de bilan et de réflexion. En ce qui concerne le cadre de la prestation, elle portait principalement sur 4 points. D'une part, suivre l'évolution des dispositions relatives au paysage, les aménagements, les plantations et de ce fait l'intégration de la ligne dans le paysage. Ensuite, évaluer l'insertion des aménagements au regard des enjeux paysagers identifiés. Troisièmement, analyser les facteurs qui favorisent ou qui limitent l'intégration paysagère de la LGV dans le paysage. Et enfin, bien sûr, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, la capitalisation des retours d'expérience en vue d'améliorer les projets à venir. En ce qui concerne les campagnes photographiques, nous en avons réalisé 5 à ce jour. Nous avons essayé de démarrer le plus en amont possible, et ça a été possible quelquefois antérieurement aux premiers travaux de terrassement. Nous avons essayé d'alterner les périodes de pleine végétation, donc en période estivale, et de périodes où les arbres caducs sont dénudés, donc période hivernale, et nous avons réalisé à peu près 1 campagne par an. Comment les stations photographiques ont-elles été positionnées? Sur les 12 sites que vous voyez apparaître sur la carte, qui sont surlignés en jaune, il s'agit des 12 sites qui ont été retenus comme ayant des impacts, des enjeux paysagers assez forts. Sur ces sites-là, nous avons proposé en général 20 à 30 stations photographiques, c'est-à-dire à peu près 400 à 500 points photographiques sur l'ensemble de la ligne entre Tours et Bordeaux. Ces 20-30 stations photographiques, comment ont-elles été choisies, définies? D'une part, nous avons repris systématiquement les points photographiques qui avaient été réalisés par SNCF Réseau en amont du marché en 2010. Ensuite, nous avons ajouté, complété par un certain nombre d'autres points complémentaires, donc, en fonction des enjeux qui avaient été identifiés pour chacun des sites. Nous nous sommes basés sur les documents tels que les engagements localisés, les études d'impact, l'enquête publique ou les dossiers de consultation des architectes des bâtiments de France. Revenons maintenant aux campagnes photographiques et je vais faire un petit aparté sur les méthodes d'analyse que nous avons utilisées. Nous nous sommes basés essentiellement sur les composantes géométriques du paysage, à savoir les lignes. Donc dans les paysages qui nous concernent entre Tours et Bordeaux, les 3 types de lignes globalement que l'on rencontre, ce sont les lignes horizontales, dans le cadre de paysages au relief plat. Donc si on se réfère à l'être humain, la ligne horizontale, c'est celle qu'on adopte quand on est allongé, quand on est au repos ou qu'on dort. Les paysages qui présentent des lignes majoritairement horizontales sont des paysages considérés comme calmes, reposants. Ce sont les paysages de bord de mer, par exemple. Les lignes verticales sont considérées comme dynamisantes. Ce sont les lignes que l'homme adopte quand il est debout, quand il est en activité ou quand il marche. Ce sont des paysages qui sont marqués notamment par des lignes verticales telles que les arbres au port érigés, les pylônes, etc. Bon, en Aquitaine, on a par exemple des paysages de forêt de pins, ce sont des composantes verticales très très fortes. On évoquera également des paysages aux lignes courbes. La ligne courbe, c'est celle que l'homme adopte quand il accueille quelqu'un et qu'il ouvre les bras. Ce sont des paysages qui sont considérés en général comme accueillants, reposants, plutôt agréables. Ensuite, on va regarder un petit peu comment les lignes sont agencées les unes par rapport aux autres. Donc, quand elles sont disposées de manière régulière, elles peuvent créer des rythmes. Les rythmes, c'est l'expression de la règle, de la norme, de l'ordre. C'est quelque chose qui s'impose à l'homme de façon assez forte. Ensuite, les lignes peuvent converger vers un point qui sera mis en valeur, donc par la convergence de ces lignes. Point vers lequel l'œil va être orienté, qu'on appellera le point focal.
Ensuite, on va regarder dans le paysage les différents éléments qui le composent et comment ils dialoguent entre eux. Donc la notion de covisibilité. Ici, en bas à droite, vous avez une covisibilité particulière puisque sur la partie gauche, vous avez un talus de remblai qui masque complètement une partie du paysage et qui, de ce fait, oriente le regard vers la partie droite qui est ouverte. D'autres éléments de vocabulaire que nous évoquerons, la notion de contraste. Donc ici, en haut à gauche, vous avez un contraste de couleur avec la terre mise à nu, qui est de couleur brun-rouge, qui s'oppose au vert alentour des massifs boisés. Vous pouvez également avoir des lignes, des contrastes de lignes, comme vous l'avez sur la photo à gauche au milieu, des lignes verticales qui s'opposent aux lignes horizontales qui composent le paysage. Les contrastes, en général, sont utilisés dans le domaine publicitaire, par exemple, pour mettre en valeur quelque chose, mais elles peuvent également, le contraste peut provoquer une certaine, pas de déstabilité, mais un petit peu un côté agressif, voire violent, en tant que ressenti pour l'être humain. A contrario, tout ce qui concerne l'harmonie est considéré comme quelque chose d'agréable et de paisible. Donc on peut par exemple parler d'harmonie de couleurs au milieu en haut, d'harmonie de lignes en bas. On évoquera également la notion d'échelle, c'est un élément assez important, et essentiellement deux types d'échelles dans le cadre de la LGV. L'échelle monumentale, qui est une échelle assez imposante, qui s'impose à l'être humain, qui exprime une notion de puissance. Et puis l'échelle intimiste, qui est une échelle plutôt la dimension de l'être humain, où l'individu peut interagir avec les différents éléments qui composent ce paysage, et qui est une échelle considérée comme confortable, agréable pour l'être humain. Nous avons regardé dans un premier temps, sur les comparaisons de clichés, l'insertion de la plateforme seule, c'est-à-dire en faisant abstraction de tout ce qui est équipement annexe, murs anti-bruit, pylônes, etc. La plateforme ferroviaire seule, donc on le remarque là dans ces séries photographiques, une fois que la végétation a repris ses droits, la plateforme, de fait plutôt horizontale et linéaire, s'inscrit plutôt bien dans ce type de paysage peu mouvementé. Elle disparaît même d'une certaine manière dans ce type de paysage, donc une insertion plutôt bien réalisée. Dans des paysages au relief un peu plus accidentés, on l'a évoqué, il a été nécessaire souvent de réaliser des viaducs qui, eux, s'imposent très fortement dans le paysage par leur aspect monumental. Pour autant, la transparence des arches n'arrête pas le regard et permet du coup à l'individu d'embrasser l'ensemble du paysage, et la lecture est préservée. Donc on peut considérer qu'hormis le côté monumental de l'être ouvrage, mais qui s'impose voilà, comme un élément monumental, le paysage garde toute sa cohérence. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la vision que l'on pouvait avoir quand on traversait la ligne LGV, qu'on se trouvait donc en point de façon à pouvoir regarder dans le sens longitudinal la voie. Et là, tout l'aspect monumental de la voie est visible, puisqu'on ne voit pas l'extrémité, on ne perçoit pas l'extrémité de la ligne. La ligne, ce qui est intéressant là, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle est très géométrique. Elle introduit donc deux lignes parallèles, les rails, d'autres lignes perpendiculaires très rythmées que sont les traverses de chemin de fer, les pylônes, etc. C'est un dessin linéaire qui est très marqué, très géométrique et qui s'introduit dans le paysage. En termes de juxtaposition d'infrastructures, donc les croisements, les jumelages d'infrastructures, donc nous nous sommes posé la question de savoir quel était l'impact de ces éléments-là. Alors, quand on dit croisement d'infrastructures, on parle forcément de franchissement, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Sur la partie gauche de l'image, vous avez l'exemple d'un ouvrage d'art qui est un ouvrage de franchissement. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que les lignes du paysage convergent vers cet ouvrage, donc il devient le point focal qui attire l'œil. L'œil est d'autant plus attiré
que l'ouvrage d'art crée un contraste de couleurs entre le noir de l'orifice et le blanc des murs de soutènement. Donc, stratégiquement parlant, est-ce qu'il était intéressant de mettre en valeur cet ouvrage d'art? En tous les cas, dans ce paysage-là, il est clair que cet élément attire le regard. Sur la partie droite, vous avez d'autres exemples de franchissement. Là, en étant sur l'infrastructure routière qui a été mise en place pour enjamber la LGV. Et on s'aperçoit que la mise en place de ces nouvelles infrastructures a intégré dans le paysage un vocabulaire nouveau, qui est un vocabulaire routier, l'enrobé, les structures de sécurité, les glissières de sécurité de part et d'autre, la peinture sur l'enrobé, tout ça c'est un vocabulaire routier assez fort visuellement, qui ne correspond pas au vocabulaire qu'on a initialement dans le paysage environnant, qui est un paysage beaucoup plus rural. Donc c'est un nouveau vocabulaire qu'on a introduit, qui est ponctuellement assez fort dans le paysage. En ce qui concerne les jumelages d'infrastructures, donc on s'est intéressé sur l'impact que pouvaient avoir visuellement les deux infrastructures jumelées. En vision frontale, sur la partie gauche, on s'aperçoit que deux infrastructures jumelées, finalement, on n'en voit qu'une, celle qui est la plus proche de nous. Donc en termes d'impact, finalement, c'est l'impact quasiment équivalent à une infrastructure. Ensuite, dans le sens longitudinal, on a évoqué tout à l'heure la dimension monumentale de l'impact et d'une ligne dans son sens longitudinal. Bon, là, on a juste un petit peu élargi le sens monumental, mais elle reste monumentale. Donc, on va dire que ça ne modifie pas de façon majeure la perception que l'on peut avoir de ces lignes. Ensuite, en ce qui concerne l'insertion des équipements annexes, tout ce qui est pylônes, caténaires, murs anti-bruit ou clôtures, antennes relais également, on s'aperçoit que les pylônes, pour reprendre l'image en haut à gauche, les pylônes intègrent, et par endroits c'est particulièrement visible, intègrent des éléments qui sont nouveaux, avec des matériaux nouveaux. Nous avons par exemple, donc, dans l'image en haut à gauche, un paysage à dominante horizontale, plutôt verte, et au milieu s'insèrent des pylônes verticaux, donc contraste de lignes, contraste de texture, qui crée également un rythme assez fort. Donc, beaucoup de contrastes, des éléments visuels très très forts qui peuvent être ressentis par l'être humain qui le regarde comme assez violents. On retrouve ça sur l'image complètement à droite avec les clôtures et les ouvrages d'art. Pour les murs anti-bruit, c'est un petit peu le même problématique de contraste. Il s'agira essentiellement de contraste de matériaux, de couleurs, sachant que là, le mur, en termes de lignes, se fond à peu près dans le paysage. Mais il aurait pu être intéressant de trouver des murs anti-bruit d'une autre couleur ou un autre matériau qui puisse s'insérer un peu mieux dans ce type de paysage. Un petit aparté sur les antennes relais, l'image que vous avez complètement en bas, avec une ligne verticale qui arrive en contradiction, en opposition complètement aux lignes dominantes du paysage et qui du coup attire le regard. D'un point de vue stratégique, est-ce que c'est intéressant? La question reste posée. Ensuite, nous sommes questionnés sur la gestion des proximités, donc en zone agricole, en zone périurbaine ou urbaine. En zone agricole, le passage de la LGV a parfois amené la création de certains délaissés agricoles, c'est ce que vous avez en haut à gauche. Reste à savoir comment ces délaissés évolueront. Est-ce qu'une nouvelle activité agricole viendra s'implanter ou est-ce qu'ils évolueront de façon spontanée, avec une végétation spontanée et des accrus forestiers? Ce sera l'avenir qui pourra nous le dire. Ensuite, l'insertion de la ligne à proximité des habitations a amené un certain nombre d'aménagements, qu'ils soient des remblais ou des murs anti-bruit, qui resserrent complètement l'échelle de perception. D'une échelle en bas à gauche qui devait être monumentale, on se retrouve à une échelle complètement intimiste qu'il aurait été intéressant d'aménager justement pour recréer un espace accueillant, agréable pour l'être humain. C'est le même problématique sur la partie droite. Il aurait été intéressant de travailler sur les aménagements paysagers à proximité de ces habitations, de façon à redonner un petit peu de confort à ces espaces.
Gestion des proximités en zone périurbaine, comme vous l'avez sur la partie gauche. Donc là, c'est assez intéressant parce que zone périurbaine, ça veut dire souvent des paysages un petit peu confus avec une multitude de couleurs et de formes. Là, l'intégration de la ligne LGV, ne serait-ce que par la création de ce talus de remblai, a permis de masquer toute une partie du paysage et par conséquent d'orienter le regard et peut-être d'améliorer la lisibilité du territoire. Sur la partie droite, vous avez là encore l'aménagement de franchissement et l'aménagement de talus de remblai, mais qui là par contre ont occulté le paysage, mais ont occulté et ont masqué des éléments importants du paysage, à savoir l'entrée de ville. Donc sur la partie gauche, en quelque sorte, de la série de droite, vous avez un masque, enfin, les alignements de platanes ont été masqués, alignements qui marquaient l'entrée de village. Ces alignements ont disparu du fait de l'érection du talus de remblai. Sur la partie droite, c'est le village carrément qui a disparu. Il pourrait être intéressant donc de travailler sur ces entrées de village. Autre problématique, autre gestion de proximité, donc vous avez ici sur la partie gauche une ouverture au contraire créée par l'insertion de la ligne. Vous aviez initialement un paysage plutôt intimiste qui a été réaménagé. Les arbres ont été supprimés pour permettre le passage de la ligne, donc à savoir si les aménagements proposés permettront de retrouver un petit peu le paysage que nous avions antérieurement. Ensuite, bon, l'autre image, nous l'avions déjà commentée. En zone urbaine, sur la partie gauche, ici, vous avez l'insertion d'un viaduc donc, qui s'impose complètement dans le paysage, on l'a déjà évoqué, aspect monumental. Sur la partie droite, vous avez une gestion, un phénomène induit en quelque sorte par l'aménagement de la LGV, puisqu'il s'agit d'une infrastructure de franchissement. La LGV est un petit peu sur la partie gauche de la photo. Une infrastructure de franchissement qui a été réaménagée à l'occasion du passage de la LGV et qui a modifié en quelque sorte le paysage qu'on avait antérieurement de ce centre-bourg. Vous avez une voie qui prend beaucoup d'ampleur et qui modifie la perception que nous avions sur ce territoire-là. Voilà, donc quelques pistes de réflexion. On s'aperçoit qu'en ce qui concerne la plateforme seule, l'insertion est plutôt correctement menée, qu'elle soit dans les territoires en déblai, en remblai, en viaduc. Par contre, des questions demeurent en ce qui concerne la position des remblais, les impacts induits sur le paysage, la notion des équipements et de leur intégration dans le paysage également, la gestion des proximités, donc notamment dans le cadre de resserrement d'échelle, et la gestion du foncier agricole lors du passage de la LGV. Voilà. Ensuite, vous avez quelques types de photos chronologiques, d'exemples d'extraits de l'observatoire que je vous laisse regarder et que vous pourrez retrouver dans les documents qui sont visibles sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que nous avons des questions ? S'agissant de ces questions d'intégration paysagère. Oui, monsieur ? La ligne de grande vitesse en France n'est pas le premier monument, le premier exemple de grand projet. On a tout à l'heure cité par exemple l'autoroute. Est-ce que l'exemple et l'expérience des constructions d'autoroutes n'a pas facilité les recherches à faire pour intégrer mieux la grande ligne dans le paysage ? Donc en gros, est-ce que la LGV aurait pu hériter des travaux préliminaires sur les réseaux routiers? C'est bien ça? Oui, une comparaison aurait été intéressante effectivement de mener, que nous n'avons pas menée, mais sur l'exploitation de retours d'expérience qui auraient pu être réalisés dans le cadre d'autoroutes. Bon, personnellement, je n'ai pas eu connaissance de ces éléments-là, donc je ne peux pas y faire référence, mais ça pourrait être intéressant, oui. La question pour moi, c'était plutôt, on parle facilement de pollution visuelle quand on parle d'éoliennes, par exemple, mais moins rarement quand il s'agit de centrales nucléaires, d'autoroutes ou autres constructions monumentales. Comme on a une longue expérience avec l'autoroute, pour prendre cet exemple-là,
est-ce que cette expérience n'aurait pas pu aider à mieux intégrer la LGV dans les paysages, là où des exemples de mauvaise intégration ont été constatés? Question qui mérite réflexion, parce qu'effectivement, oui, il y a plusieurs entrées possibles. Question qui mérite réflexion, effectivement. Il me sera difficile de vous répondre directement aujourd'hui. Je pense qu'il y a tellement de cas de figure. Ce qui était intéressant, c'est de voir justement quelles sont les problématiques qui sont posées dans le cadre de l'LGV. Certainement, des points de concordance peuvent se retrouver avec des situations similaires dans les autoroutes. Néanmoins, ce qu'on remarque dans le cadre de l'LGV et qu'on ne retrouve pas forcément sur les autoroutes, c'est la notion d'impact visuel de tous les équipements de conduction de l'électricité, par exemple. J'ai parlé des pylônes, des caténaires, et ça, on ne les a pas, ou beaucoup moins, dans le cadre des autoroutes. Et qui sont les éléments clivants. Juste pour finir, parce que malheureusement, on arrive à l'issue du temps qui nous était imparti. Est-ce qu'à votre avis, ce qui est beau à l'œil humain est bon pour la biodiversité, quelque part pour reboucler avec tous les sujets qu'on a évoqués juste avant? Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une cohérence qui peut se faire entre les deux, ou alors c'est vraiment deux choses complètement différentes, et finalement, quel que soit l'impact paysager, il n'y a pas d'influence sur l'environnement, sur l'écologie plus exactement? Ce qu'on a vu, c'est que néanmoins, dès qu'il y a une rupture, un contraste, ça peut être ressenti comme quelque chose d'un peu violent ou agressif. Une rupture visuelle, c'est aussi une rupture de continuité écologique d'une certaine manière. Donc on peut effectivement considérer que ce qui est en harmonie est a priori en harmonie aussi. Meilleure l'intégration paysagère, meilleure l'intégration écologique. Voilà. Très bien. Pour revenir à la question quand même antérieure. Ça y est, ça a eu le temps de décompter. Je pense qu'on a quand même réussi à retirer un certain nombre d'informations, puisque si l'on compare une autoroute avec une ligne LGV, finalement la plateforme LGV correspond peu ou prou à ce qu'on pourrait considérer comme une autoroute. Et à ce qu'on a pu retirer des stations photographiques, l'insertion de la plateforme a été plutôt correctement menée. Eh bien, merci pour cet élément de réponse. Merci à vous pour cette présentation.